La guerre du Vietnam verrait la réalisation du rêve vietnamien d'un pays unique, unifié, indépendant prenant sa place dans le monde, libre de toute oppression et règles extérieures. C'est le type d'histoire qui a été racontée tout au long de l'histoire, et si elle s'était produite à un autre moment de l'histoire, alors elle aurait probablement été largement oubliée en dehors du petit pays d'Asie du Sud-Est, comme tant de guerres d'indépendance le sont. Mais en raison d'événements ailleurs dans le monde, les champs de bataille du Vietnam sont devenus l'un des plus importants sur Terre à l'époque, car c'est ici que deux superpuissances idéologiques, l'Ouest démocratique et l'Est communiste, en sont venus au cou. Ne pouvant pas se battre directement car ils se détruiraient dans un feu nucléaire, ils ont plutôt combattu à travers le peuple vietnamien. C'est l'histoire de la guerre du Vietnam. Ils disent que la guerre ne se termine jamais, elle ne change jamais. Mais sur cette chaîne, nous savons que chaque conflit a son propre ensemble de circonstances difficiles uniques qui façonnent le monde qui l'entoure, et cela inclut l'impact sur l'économie. La guerre peut être une grande affaire jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Financièrement, les choses sont difficiles en ce moment. Il semble que nous cherchions tous des moyens de faire face à l'augmentation du coût de la vie et à la gestion des niveaux d'inflation qui sont à leur plus haut niveau depuis 40 ans. Masterworks, le sponsor d'aujourd'hui, offre une solution à l'inflation. Investissez dans votre avenir en apprenant des professionnels. Tout au long de l'histoire, les gens se sont battus pour préserver et protéger de grandes œuvres d'art en temps de crise et de guerre. Il s'agit de préserver le patrimoine culturel, mais cela a l'effet secondaire de rendre ces œuvres d'art des éléments sûrs dans lesquels investir en période d'incertitude. Selon l'indice MW All Art, les prix de l'art ont augmenté en moyenne de 17,5% entre 1973 et 1981, lorsque l'inflation était aussi élevée qu'elle l'est aujourd'hui. Avec le sponsor d'aujourd'hui, Masterworks, vous pouvez investir dans l'art de premier ordre d'artistes légendaires comme Picasso et Banksy, sans avoir à dépenser les millions que la plupart d'entre nous n'ont pas. Masterworks achète d'abord les peintures avec son propre capital et qualifie les offres auprès de la SEC. Ensuite, vous investissez dans l'art et Masterworks conserve les peintures jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment pris de la valeur. Enfin, elles sont vendues, ce qui permet de vous livrer les rendements nets à vous, l'investisseur. Près de 600 000 personnes se sont déjà inscrites à Masterworks. Et avec une inflation toujours élevée, la liste des investisseurs s'allonge et vous pourriez en faire partie. Vous obtiendrez un accès prioritaire avec le lien dans la description. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour pouvoir investir dans l'art, en toute sécurité et selon vos moyens. Merci à Masterworks pour le parrainage de l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans les guerres des mondes. Au XVIIe siècle, des missionnaires catholiques français et portugais ont atteint l'Asie du Sud-Est pour diffuser le catholicisme dans la région. À cette époque, la région était fortement divisée entre les dirigeants locaux qui se battaient de fréquemment entre eux, et donc les Français ont déployé des troupes pour protéger les missionnaires. Au cours des 200 années suivantes, les Français se sont de plus en plus impliqués dans les affaires de la région, fournissant des soldats pour aider les guerres locales et obtenir ce qu'ils voulaient, des seigneurs qui étaient plus disposés à coopérer avec les Français contre ceux qui ne l'étaient pas. Avec le temps, ils ont gagné de plus en plus de territoires dans la région, soit par tromperie, négociation ou plus souvent qu'autrement, la guerre. Cela a culminé en 1887 avec l'établissement d'une fédération de possessions coloniales françaises connue sous le nom d'Indochine française. Le gouvernement colonial français a exploité ces sujets, leur imposant des taxes exorbitantes sur des biens clés tels que le sel et l'opium. L'Indochine française s'agrandirait à la fin du XIXe siècle avec des territoires cédés par le Siam voisin en 1893, puis encore plus en 1907, bien qu'au milieu des années 1930, certains de ces territoires seraient rendus. Cependant, l'opposition aux Français dans la région n'a jamais été éradiquée par le gouvernement colonial, ce qui a entraîné la formation de plusieurs mouvements visant à les éliminer et à créer une nouvelle nation indépendante. Un tel mouvement était le Vietnam Quech Dinh Dan,
ou simplement Viet Quech. Originaire de la ville de Hanoï, en 1927, le Viet Quech a commencé une campagne d'assassinat d'officiels français, entraînant une répression brutale de leurs membres, près d'un tiers d'entre eux étant arrêtés par les forces de sécurité françaises. Cela n'a cependant pas arrêté leur campagne, et le 10 février 1930, ils ont organisé une mutinerie de l'armée vietnamienne dans les casernes de Yen Bai, qui a finalement échoué. Les Français ont brutalement puni les membres et les partisans du Viet Quech, en mettant beaucoup d'entre eux à mort. Le Viet Quech a lentement perdu son influence par la suite, mais un autre mouvement nationaliste gagnait déjà du soutien et allait affecter de manière spectaculaire le paysage politique de la région au cours des 30 prochaines années. En 1917, la Russie impériale a été secouée par la Révolution, entraînant le renversement du tsar et la création de la première superpuissance communiste du monde, l'Union soviétique. Beaucoup en Union soviétique voulaient propager leurs idéaux communistes au-delà de leurs propres frontières et instaurer un nouvel ordre mondial embrassant l'idéologie communiste. Et pour réaliser cela, le leader soviétique Vladimir Lénine a créé le Comintern, une organisation internationale visant à planifier et soutenir davantage de révolutions à travers le globe. En 1923, un nouveau membre est arrivé à Moscou pour recevoir une formation idéologique et pratique pour instiguer une révolution communiste. Son nom était Ho Chi Minh. La vie de Ho Chi Minh est vague par endroits, soit à cause du manque de tenue de registres adéquates parmi la population locale d'Indochine, soit parce qu'il donnerait plus tard des informations contradictoires sur sa vie. Sa date de naissance publiée est le 19 mai 1890 et son père était un magistrat qui a finalement été révoqué de son poste pour abus de pouvoir. En 1911, Ho Chi Minh a trouvé un emploi sur un navire français sous le pseudonyme de Vambar pour dissimuler son implication dans des manifestations anti-esclavagistes et a travaillé sur divers navires parcourant le globe, visitant entre autres la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. En 1919, il est retourné en France, période pendant laquelle il devenait de plus en plus politisé. Il a rencontré un groupe d'autres Indochinois vivant à Paris qui, en plus de plaider pour l'indépendance de leur patrie, étaient devenus épris des idéaux du communisme. Étant principalement un peuple rural et ayant été opprimé par les Français impérialistes pendant si longtemps, le rêve du communisme, dans lequel le pouvoir était distribué parmi le peuple et non parmi une élite restreinte, a trouvé un écho chez de nombreux peuples indigènes d'Asie du Sud-Est, ce qui allait inquiéter les puissances occidentales, en particulier les États-Unis dans les années à venir. Pendant son séjour à Paris, Ho Chi Minh a fait campagne pour que son peuple ait son mot à dire dans le cadre de la Première Guerre mondiale et a appelé les dirigeants mondiaux à pousser la France à accorder l'indépendance à l'Indochine. Le fait que 100 000 hommes de l'Indochine aient combattu pour les Français dans les tranchées du front occidental leur a valu un certain soutien. Mais ces deux efforts se révéleront vains, bien qu'ils aient augmenté sa notoriété dans son pays en tant qu'homme à la tête de l'appel à la liberté. Le manque de soutien de l'Occident démocratique n'a fait que rapprocher Ho Chi Minh et ses compatriotes de Moscou et du communisme, ce qui l'a à son tour amené à jouer un rôle actif dans la promotion du communisme en France même. En fait, il était l'un des membres fondateurs du Parti communiste français. En 1923, il commença à se diriger vers l'Est, se faisant passer pour un marchand chinois afin d'atteindre Moscou et d'assister au Comintern. Après cela, il se rendit en Chine et commença à enseigner aux Indochinois vivant là-bas la voie communiste, et finirait par devenir le principal agent du Comintern en Asie du Sud-Est. Le 18 octobre 1926, le trentenaire Ho Chi Minh épousa une jeune fille chinoise de 21 ans du nom de Zhen Swimming, malgré les protestations de ses camarades, qui l'ignoraient purement et simplement. Au cours de la décennie suivante, Ho Chi Minh parcourrait l'Europe et l'Asie au service du communisme mondial, rencontrant des membres de groupes communistes aussi loin que la France, la Belgique, l'Italie, l'Inde, la Chine et la Thaïlande. Dans son pays natal, les Français continuaient de sévir durement contre les révolutionnaires présumés, rendant les partis communistes en France et en Indochine illégaux en 1939. Mais les Français commençaient rapidement à se préoccuper davantage de la menace croissante du Japon et de la crainte que les communistes en Chine ne remportent la guerre civile qui y faisait rage. La France elle-même a été plongée dans la guerre avec l'Allemagne en septembre 1939 et en moins d'un an, elle serait à terre. Blitzkrieg allemand. L'Empire français était alors sous le contrôle des Français de Vichy, qui avaient un pouvoir militaire limité,
Et donc, avec peu d'opposition, les Japonais ont marché sur l'Indochine le 22 septembre 1940. L'objectif japonais était de bloquer les approvisionnements en direction de la Chine, avec qui ils étaient en guerre depuis 1937. Pour le peuple vietnamien, l'occupation japonaise était tout aussi, sinon plus, brutale que le règne français l'avait été, et Ho Chi Minh et ses partisans savaient que le chaos de la guerre était le moment idéal pour riposter contre les envahisseurs de leur patrie. Il a donc réorganisé un groupe nationaliste précédemment effondré en le Viet Minh, qui avait pour objectif de repousser les Japonais et leurs nouveaux marionnettes françaises et de libérer l'Indochine pour devenir une nation communiste indépendante. Le mouvement a bénéficié d'un soutien populaire, revendiquant une adhésion d'environ un demi-million de personnes à la fin de 1944 grâce à leur priorité donnée à l'indépendance du Vietnam sur leur propre pays. Les Français de Vichy ont dû partir, ayant un agenda communiste entraînant une alliance des nationalistes non communistes sous le Viet Minh. Au début, ils utilisaient des armes introduites clandestinement de Chine ou capturées des Français et des Japonais. Mais lorsque les États-Unis sont entrés en guerre le 7 septembre 1941, le Viet Minh a commencé à recevoir des fonds et du matériel des États-Unis. Le Viet Minh s'est avéré un ennemi mortel pour les Japonais, exploitant pleinement leur connaissance de leur propre pays. Ho Chi Minh a établi sa base dans le nord, près de la frontière avec la Chine, afin qu'il puisse rencontrer régulièrement ses alliés communistes chinois. Lors d'une de ces réunions, Ho Chi Minh a été capturé par le Kuomintang chinois, les ennemis des communistes chinois dans leur guerre civile suspendue, et a été retenu prisonnier pendant 2 ans, après quoi il a été autorisé à retourner dans son pays d'origine et à continuer à diriger la lutte contre les Japonais. En 1945, les Japonais battaient en retraite à travers l'Asie et le Pacifique. Le 9 mars 1945, ils se sont débarrassés de leurs marionnettes françaises et ont accepté de diviser l'Indochine française en parties distinctes, chacune avec leur propre gouvernement, tous alliés au Japon. Cela a vu le Laos et le Cambodge déclarer leur indépendance, mais les Français récemment libérés ont clairement indiqué qu'ils prévoyaient de reprendre le contrôle de leur territoire perdu à l'avenir. C'était aussi un avertissement pour le Viet Minh. Même avant que les Japonais ne se rendent, de nouveaux fonctionnaires français ont été parachutés en Indochine par des avions américains. Une tâche extrêmement dangereuse puisqu'ils étaient chassés à la fois par les Japonais et le Viet Minh. Le Viet Minh avait mené une brutale campagne de 4 ans contre les Japonais et les Français de Vichy, et n'était pas sur le point de laisser simplement les Français reprendre le contrôle. Le 15 août 1945, les Japonais en Indochine ont finalement capitulé, et le Viet Minh n'a pas perdu de temps pour tenter de sécuriser le pays pour eux-mêmes, avant que les Français ne se réaffirment pleinement. Dans le nord comme dans le sud, les forces communistes sous Ho Chi Minh ont saisi des villes et des villages, et le 2 septembre 1945, il a déclaré que le Vietnam était désormais une nation indépendante. Dans son discours, il a cité la Déclaration d'indépendance américaine, affirmant « Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. Parmi ceux-ci figurent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » Cette déclaration immortelle a été faite dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776. Dans un sens plus large, cela signifie « Tous les peuples sur la terre sont égaux dès la naissance. Tous les peuples ont le droit de vivre et d'être heureux et libres. » Il a également cité un sentiment similaire de la Révolution française, espérant peut-être obtenir la sympathie des personnes qui les avaient opprimées pendant si longtemps et qui avaient elles-mêmes été opprimées sous l'occupation nazie. Le problème pour Ho Chi Minh était que le Vietnam détenait toujours des milliers de soldats japonais qui devaient maintenant être rapatriés dans leur propre pays. Lors de la conférence de Potsdam, les Alliés ont divisé le Vietnam le long du 16e parallèle la Chine, prenant la responsabilité de rassembler les Japonais au nord du parallèle et les Alliés prenant la responsabilité du sud. Malheureusement pour Ho Chi Minh, les forces britanniques qui sont arrivées dans le sud du Vietnam ont amené avec elles des troupes françaises qui ont immédiatement commencé à combattre les communistes au sud du 16e parallèle. Réussissant à tenir la capitale du Nord, Hanoï, Ho Chi Minh s'est attelé à sécuriser sa position en éliminant ses rivaux, dont beaucoup avaient combattu avec le Viet Minh tout au long de la guerre. Maintenant, en plein contrôle, il savait qu'il devait essayer de négocier avec les Français ou faire face à une guerre totale. La guerre avec le Viet Minh n'était pas non plus dans l'intérêt de la France, qui était en négociation avec les Chinois, qui exigeaient que les Français se retirent de leurs possessions dans les ports chinois en échange du départ des troupes chinoises du nord de l'Indochine.
Le 6 mars 1946, Ho Chi Minh et les Français ont finalement trouvé un accord, mais il n'a pleinement satisfait aucune des deux parties. Au lieu d'obtenir une véritable indépendance vietnamienne, Ho Chi Minh a accepté que son gouvernement soit identifié comme un État libre au sein de la Fédération indochinoise de l'Union française. Les Français ont été contraints d'accepter deux dispositions. Premièrement, ils ont promis de ne pas stationner plus de 15 000 troupes au nord du 16e parallèle. Deuxièmement, un référendum devait être organisé sur la question de la réunification des gouvernements vietnamiens d'Indochine. C'est concernant cette dernière disposition que les relations entre les Français et le gouvernement de Ho Chi Minh se sont détériorées. Les efforts répétés pour s'accorder sur la manière dont le référendum serait organisé n'ont pas abouti à un consensus, et en novembre 1946, les deux côtés se sont armés pour la guerre. Après que les tensions ont atteint leur paroxysme, la guerre ouverte a éclaté le 16 décembre 1946. Les premiers coups de feu de ce que l'histoire retient comme la première guerre d'Indochine ont eu lieu après qu'un argument a éclaté entre les soldats du Viet Minh et les soldats blancs français dans la ville portuaire de Haiphong au sujet des droits de douane sur les importations. La marine française a répondu en bombardant la section vietnamienne de la ville, tuant 6 000 personnes en une seule après-midi. Le Viet Minh a abandonné la ville pendant un certain temps, mais n'avait aucune intention de renoncer à leurs revendications, et une force de 30 000 hommes sous le commandement du général Giap a lancé une contre-attaque. Mais malgré leur supériorité numérique, les Français opposés avaient un avantage technologique et ont réussi à repousser les forces vietnamiennes. Quelques semaines plus tard, le Viet Minh a été contraint de se retirer des villes qu'il détenait, y compris Hanoï, et a commencé une autre guerre de guérilla dans les jungles denses de la campagne. Un fait curieux de cette période est que les rangs du Viet Minh comprenaient désormais d'anciens membres de l'armée japonaise qui ne souhaitaient pas rentrer chez eux au Japon, car ils ressentaient la honte d'avoir perdu la guerre ou craignaient la persécution, voire la mort, pour crimes de guerre. Les Français ont rapidement adopté une politique d'établissement de positions fortement fortifiées dans et autour des villes, dans le but de faire attaquer le Viet Minh là où il pourrait être détruit. Le Viet Minh, d'autre part, a réalisé cela et a limité leur attaque aux lignes d'approvisionnement, menant à ces positions, assiégeant effectivement les Français. Le résultat a été que, bien qu'il ait permis aux Français de maintenir le contrôle de zones clés, la guerre est devenue une longue bataille sans fin apparente. Le reste du monde a d'abord peu prêté attention à la guerre en Indochine, mais cela a rapidement commencé à changer, alors que les événements ailleurs ont amené les États-Unis à réévaluer leur vision de la situation. La dégradation des relations entre Washington et Moscou au début de la guerre froide a fait craindre aux décideurs politiques américains ce qu'une défaite française en Indochine pourrait faire concernant la carte géopolitique de l'Asie. Si le Vietnam devenait une nation communiste indépendante, alors d'autres dans la région pourraient suivre dans un effet domino. Cette inquiétude n'a été que renforcée lorsque la guerre civile chinoise a repris et a abouti à une victoire communiste, ce qui signifie que le Vietnam avait maintenant un indiscutable, puissant soutien sur sa frontière nord. La Chine communiste est plutôt intervenue dans l'effort nord-coréen pour vaincre la Corée du Sud et ses alliés américains dans la guerre de Corée entre 1950 et 1953, un conflit qui s'est finalement terminé en impasse. Pendant ce temps, Washington regardait nerveusement alors que les Français ne parvenaient pas à vaincre le Vietnam. L'économie d'après-guerre de la France était axée sur la reconstruction après l'occupation nazie. Et donc les États-Unis ont commencé à financer l'effort de guerre de la France contre les forces de Ho Chi Minh. À un moment donné, les États-Unis finançaient plus de 80% de l'effort de guerre. Mais le peuple de France n'avait assez de la guerre et des manifestations contre sa poursuite ont eu lieu dans les villes françaises en 1954. Le 13 mars de cette même année, la guerre était sur le point d'atteindre son apogée lorsque des parachutistes français ont atterri près du village de Dien Bien Phu et ont établi une série de positions fortifiées. L'opération visait à couper les approvisionnements du Vietnam. Depuis le Laos voisin et les parachutistes seraient approvisionnés par les airs. Les Français ont engagé plus de 20 000 hommes et 400 avions de transport et de combat pour l'opération, mais ils ont affronté une force vietnamienne de 49 500 hommes dans cette région. Les Français ont établi leurs positions fortifiées et ont été immédiatement assiégés par les Vietnamiens qui ont utilisé des canons anti-aériens avec grand effet pour abattre les avions de ravitaillement. Le champ de bataille lui-même
reposait fortement sur la guerre de tranchées, comme celle observée lors de la Première Guerre mondiale, car les deux côtés disposaient d'une abondance de pièces d'artillerie. Avec leurs approvisionnements diminuant au milieu des assauts vietnamiens tenaces, les lignes françaises ont commencé à se contracter davantage jusqu'à ce que, après près de 2 mois de combats constants, la garnison française a été submergée. Près de 3000 soldats français ont été tués et près de 12 000 ont été conduits dans des camps de prisonniers de guerre. C'était un coup dévastateur. Et le Premier ministre français a démissionné immédiatement après et son remplaçant a plaidé pour le retrait des troupes françaises. Cependant, il ne pouvait pas simplement quitter le pays pour que les forces de Ho Chi Minh massacrent les alliés français vietnamiens restants. Ainsi, lors des accords de Genève de 1954 qui ont mis fin au combat, la France a accepté de retirer ses forces de toutes les colonies en Indochine française, accordant une véritable indépendance au Laos et au Cambodge, tout en stipulant que le Vietnam serait rarement divisé au 17e parallèle, le contrôle du Nord serait donné au Vietnam, en tant que République démocratique du Vietnam sous Ho Chi Minh, tandis que le Sud deviendrait l'État du Vietnam sous l'empereur Bao Dai. Les éléments communistes du Sud devraient également se déplacer vers le Nord, tandis que de grandes quantités de personnes dans le Nord se déplaceraient vers le Sud à la suite d'une opération de la CIA. Les deux partis ont convenu que des élections seraient organisées sur la réunification à un moment donné dans le futur. Ce n'était pas la victoire totale dont Ho Chi Minh avait rêvé, mais au moins la moitié de son pays était maintenant libre. Ho Chi Minh s'est maintenant concentré sur la construction de son nouveau pays dans le Nord après les accords de Genève. Et bien qu'il n'ait jamais abandonné le rêve de réunification, il a encouragé son peuple à avoir de la patience. Il a immédiatement commencé une campagne diplomatique pour obtenir une aide vitale de l'Union soviétique et de son ancien allié, la Chine. Pour aider à soutenir le pays ravagé par la guerre qui était au bord de la famine généralisée, l'Union soviétique a offert son aide sous forme d'aide et d'assistance technique pour construire l'infrastructure et les forces armées du pays. Le Nord-Vietnam avait déjà d'énormes nombres de soldats éprouvés au combat et expérimentés pour former une armée. Mais maintenant, les Soviétiques aidaient à établir l'armée de l'air et la marine du Nord-Vietnam également. Peut-être ne voulant pas perdre d'influence sur Ho Chi Minh, les Chinois ont proposé de faire de leur armée un moyen de combattre pour la nation et pour le peuple de Match, et même mieux, l'offre soviétique. Dans le Sud, même avant que les Français ne commencent à se retirer, les États-Unis ont commencé à traiter directement avec le gouvernement sud-vietnamien, y compris l'adhésion du Sud-Vietnam à l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est parrainé par les États-Unis, une alliance militaire similaire à l'OTAN en Europe visant à empêcher la propagation du communisme. Comme dans le Nord, le Sud s'est tourné vers son propre allié de la guerre froide pour obtenir une aide financière et militaire, qui, bien qu'elle ait aidé à reconstruire le pays, n'a fait qu'aliéner davantage les deux côtés du 17e parallèle et a rendu les chances de l'élection de réunification d'autant plus difficiles. Cela convenait aux États-Unis, car ils étaient fermement convaincus que si les élections avaient lieu, alors Ho Chi Minh l'emporterait, car non seulement dans le nord et le sud du Vietnam, mais à travers le monde, il était considéré comme l'homme qui avait libéré son peuple de l'oppression française. Une victoire électorale donnerait à Ho Chi Minh une revendication légitime sur tout le Vietnam, et en conséquence, les États-Unis perdraient le pays au profit du communisme, une chose qui était à la fois pratiquement et militairement impensable pour les Américains. En 1955, un référendum a eu lieu dans le sud du Vietnam pour déterminer son futur gouvernement, qui a été remporté par Ngo Dinh Diem, battant Bao Dai, qui a abdiqué laissant le sud du Vietnam devenir une république. Cela a plu aux États-Unis, qui voyaient Diem comme quelqu'un avec qui ils pourraient travailler et qui instaurerait un mode de vie plus démocratique pour ceux du Sud. Cependant, pour ceux qui croyaient que le Vietnam serait réunifié, Diem était une arrivée indésirable, car même avant que le référendum ne soit tenu, il a déclaré publiquement qu'il ne divertirait pas l'idée d'un référendum, citant qu'il croyait qu'aucune élection libre ne pourrait jamais être tenue dans le Nord communiste. Mais Diem lui-même était tout aussi coupable de restreindre les libertés démocratiques de son propre peuple. En fait, le référendum qu'il a porté au pouvoir était lui-même truqué. À Saigon, par exemple, il a revendiqué plus de 600 000 voix, alors qu'il n'y avait que 450 000 électeurs inscrits dans la ville. Quant à la mise en œuvre de la démocratie occidentale, il a plutôt utilisé la police et l'armée pour réprimer les rivaux politiques, les restes du Viet Minh et les groupes religieux qui ne souscrivaient pas à son catholicisme, comme les moines bouddhistes, dont beaucoup se tourneraient vers l'auto-immolation en signe de protestation.
Sans élection en vue, les milliers de combattants du Viet Minh qui s'étaient déplacés vers le nord commençaient à devenir agités, irrités et même nostalgiques de leur foyer. Ils ont commencé à exiger que le gouvernement de Ho Chi Minh parraine une insurrection. Mais Ho Chi Minh hésitait à s'engager dans une autre guerre, si peu de temps après que le nord du Vietnam ait acquis son indépendance. Néanmoins, il a fait face à une forte opposition au sein de son propre parti, jusqu'en janvier 1959, lorsque le Parti communiste vietnamien du Nord a décidé de commencer à soutenir la révolution communiste dans le Sud, avec plus de 4500 Viet Minh nés dans le Sud et vivant dans le Nord qui sont retournés dans leur pays d'origine pour commencer la campagne. Pour les approvisionner, une série de sentiers ont été tracés à travers les campagnes cambodgiennes et laotiennes pour leur permettre de contourner les défenses du 17e parallèle, qui était officiellement une zone démilitarisée, ou DMZ. Ces sentiers deviendraient finalement connus sous le nom de piste Ho Chi Minh, et en plus des routes, comporteraient des postes de commandement, des postes d'approvisionnement, des hôpitaux de campagne et des centres d'éducation. Le Sud-Vietnam était déjà en train de sombrer dans un état de chaos, alors que le ressentiment envers le gouvernement de la DMZ et ses répressions subséquentes s'intensifiait, et cela a fourni un terrain fertile pour le recrutement de nouveaux nationalistes pro-communistes par les révolutionnaires venant du Nord. La violence a rapidement pris le dessus, et en l'espace d'une seule année, il y a eu 1400 assassinats. La révolution a débuté dans le Sud, suite à l'opérationnalisation agressive des fonctionnaires gouvernementaux. Même sans influence du Nord, des révoltes communistes et nationalistes éclatèrent spontanément en opération protive du gouvernement DMZ, laissant le Sud-Vietnam dans un état de facto de guerre civile. Le 20 janvier 1961, John F. Kennedy est devenu le 31 président des États-Unis et a promis de prendre une position ferme contre la propagation du communisme. Presque immédiatement, Kennedy s'est retrouvé plongé dans l'une des périodes les plus tendues de la guerre froide, avec l'Union soviétique qui a repris les essais nucléaires atmosphériques avant de fermer Berlin-Est et de construire le mur de Berlin. Pour sa part, Kennedy a autorisé la catastrophique invasion de la baie des Cochons dans une tentative de renverser Fidel Castro à Cuba et d'augmenter la posture défensive des États-Unis avec de nouveaux programmes de rééquipement militaire. Alors que ces événements étaient sous les feux de la rampe, Kennedy et son personnel étaient de plus en plus préoccupés par les troubles et l'insurrection communiste au Sud-Vietnam. En mai 1961, Kennedy a envoyé son vice-président Lyndon B. Johnson au Vietnam pour rencontrer Diem et promettre encore plus de soutien pour remodeler l'armée de la République du Vietnam, ou l'ARVN, en une force de combat plus crédible, ainsi que les forces militaires et militaires américaines. Cela comprenait un nombre croissant de conseillers américains pour former l'ARVN aux tactiques américaines pour compléter le NLF, qui était désigné par le Sud et les États-Unis comme le Viet Cong, ou simplement VC. Plus tard dans l'année, les États-Unis ont parrainé le programme des hameaux stratégiques, qui visait à limiter la capacité du Viet Cong à recruter parmi les populations paysannes en les déplaçant de leurs terres ancestrales vers des hameaux protégés, où, en plus de la sécurité, les paysans recruteraient parmi les populations paysannes et recevraient le soutien et l'éducation du gouvernement. C'était un échec, et cela a aliéné un grand nombre de personnes, tandis qu'une grande partie de l'aide destinée au programme a été détournée par les autorités sud-vietnamiennes corrompues. Kennedy a également autorisé l'opération Ranch Hand, qui impliquait de pulvériser des défoliants et des pesticides sur la jungle pour tuer la végétation dense dans le but de priver le Viet Cong de couverture et de nourriture. L'opération Ranch Hand ne serait pas suspendue avant 1970. L'opération Ranch Hand ne s'est pas arrêtée avant 1970. Les forces américaines, ayant une influence croissante sur les opérations de l'ARVN, ont mené des actions plus offensives contre le Viet Cong, provoquant une série de batailles dures avec un usage accru d'hélicoptères américains. Les Sud-Vietnamiens ont entrepris des opérations de recherche et de destruction basées sur des rapports de renseignement indiquant que le Viet Cong opérait dans une zone spécifique. Des hélicoptères transporteraient les troupes sud-vietnamiennes en avance sur une unité ennemie soutenue par des unités blindées les forçant à combattre. Si le Viet Cong parvenait à s'échapper, alors les hélicoptères pouvaient transporter les troupes sud-vietnamiennes devant eux et les embusquer à nouveau. Au début,
Les pilotes de l'armée américaine transportaient leurs alliés sud-vietnamiens au combat à bord de l'hélicoptère Puyasetsky CH-21C, plutôt maladroit, mais un nombre croissant de nouveaux Bell UH-1 plus petits et plus rapides commençait à arriver, qui deviendrait plus tard l'un des symboles durables de la guerre elle-même. Ils sont devenus connus sous le nom de Ho-Huays par leurs pilotes, après avoir été initialement désignés HU-1. Bien que cette désignation ait été plus tard inversée, le nom est resté. Le Huey s'est avéré facilement adaptable et pouvait assumer une grande variété de rôles, allant du transport de troupes de base à l'évacuation des blessés, et serait plus tard développé en un canon volant armé de roquettes, de canons et de lance-grenades. Il servirait même de base pour le canon volant dédié AH-1 Huey Cobra, le précurseur de l'AH-64 Apache d'aujourd'hui. Les premières actions de recherche et destruction, blessant le Viet Cong et rehaussant le moral des Sud-Vietnamiens, ont été assez réussies. La direction du Viet Cong a compris qu'il fallait changer de tactique contre les hélicoptères, optant pour la destruction du Viet Cong plutôt que sa neutralisation. Il tendait une embuscade aux hélicoptères en atterrissage loin des zones d'atterrissage, où les troupes sud-vietnamiennes, regroupées et à découvert, seraient des cibles plus faciles. Ces nouvelles tactiques ont entraîné un renversement de situation pour les Sud-Vietnamiens. Lors de la bataille d'Ap Bac, le 2 janvier 1963, les Sud-Vietnamiens perdraient 5 hélicoptères et 8 autres endommagés, ainsi que 83 soldats tués lorsqu'ils ont été pris en embuscade. Le moral dans le Sud a baissé à nouveau, le Viet Cong incapable de répliquer. Le Viet Cong a vaincu les Sud-Vietnamiens incapables de riposter, alimentant la frustration envers le gouvernement corrompu de Dinh. Bien qu'il croyait en l'importance de la mission américaine au Sud-Vietnam, Kennedy a exprimé en silence ses préoccupations quant à leurs chances de succès ultimes. On rapporte qu'il aurait dit en 1963 « Nous n'avons pas une chance de rester au Vietnam. Ces gens nous détestent. » Mais il était piégé par une élection à venir, qu'il savait qu'il perdrait s'il retirait le soutien des États-Unis, paraissant faible face à ses ennemis politiques. Il avait prévu de vaincre les Sud-Vietnamiens, mais n'a pas réussi. Une réduction modérée du nombre de conseillers américains au Vietnam a été réalisée par les États-Unis, finalisée fin 1965 après l'élection. Malgré la pression des États-Unis pour qu'ils partent, Dinh a refusé de démissionner. En octobre 1963, les États-Unis ont découvert qu'un coup d'État militaire mené par le général Van Minh se préparait contre eux. Kennedy a décidé de soutenir le coup d'État et le 1er novembre 1963, les soldats de Minh ont arrêté Dinh et son frère avant de les assassiner, chose que Kennedy n'avait jamais faite auparavant. Dinh a ensuite été envoyé aux États-Unis pour un procès et Kennedy en a été horrifié. 3 semaines plus tard, Kennedy lui-même a été assassiné au Texas et Lyndon Johnson a assumé la présidence. Malgré ses propres réserves personnelles, l'une des premières choses que le président Johnson a faites concernant le Vietnam a été de revenir sur la décision de Kennedy de commencer à retirer les conseillers américains du pays, qui à cette époque comptait environ 15 000 soldats. À la suite du coup d'État contre Dinh, une junte militaire a été établie à Saigon sous le général Van Minh, mais en 3 mois, il a lui-même été renversé lors d'un autre coup d'État, dirigé par Nguyen Can, un autre officier de l'ARVN. Can a vu plusieurs figures de proue du gouvernement du général Minh être assassinées, et bientôt Saigon a été secoué par des émeutes, des violences et d'autres protestations bouddhistes. L'instabilité à Saigon inquiétait Johnson, mais avec les élections de 1964 qui approchaient, il ne pouvait pas non plus se permettre de paraître faible en matière de politique étrangère, et il devait donc maintenir l'effort contre le Viet Cong et les partisans dans le Nord. Il a eu l'occasion de démontrer sa détermination contre les communistes en Asie du Sud-Est en août 1964. Le 2 août, le destroyer de la marine américaine USS Maddox effectuait une patrouille de renseignement électronique dans le golfe du Tonkin au large du Nord-Vietnam, interceptant des transmissions radio militaires suite à un raid commando sud-vietnamien sur une installation radar basée sur l'île de On Mai. 3 torpilleurs P-4 nord-vietnamiens se sont approchés du Maddox, qui a répondu en tirant des coups de semonce. Les bateaux nord-vietnamiens ont répondu avec des torpilles et des tirs de mitrailleuses, poussant le Maddox à tirer directement sur eux. Lorsque les bateaux ont été aperçus pour la première fois, un vol de 4 F-8 Crusaders a été lancé depuis le porte-avions USS Ticonderoga, et lorsque les tirs ont commencé, ils ont reçu l'ordre d'attaquer les torpilleurs. Dans l'échange de tirs, un Crusader a été endommagé, tout comme tous les autres. Les torpilleurs nord-vietnamiens avaient 4 de leur équipage tués.
Le Maddox lui-même n'a reçu qu'un seul coup de balle de mitrailleuse. Le 4 août, le Maddox, accompagné d'un second destroyer, a effectué une autre patrouille au large de la côte nord-vietnamienne afin de démontrer que l'attaque précédente n'empêcherait pas la marine américaine. Les navires ont détecté des torpilleurs sur le radar et ont tiré sur eux, affirmant qu'ils avaient également coulé. Il est désormais largement admis qu'aucune attaque n'a réellement eu lieu. La marine américaine a ensuite été déployée sur la côte nord-vietnamienne. La marine américaine avait été attaquée 2 fois, et Johnson a dû réagir avec force. Le 10 août, alors que les détails de ce qui s'était passé lors des 2 incidents étaient encore en cours de diffusion, le Congrès américain a adopté la résolution du golfe du Tonkin autorisant Johnson à prendre des mesures militaires contre le Nord-Vietnam et le Viet Cong. Johnson n'a pas perdu de temps dans la marine américaine, il n'a pas tardé à déployer des troupes supplémentaires au Sud-Vietnam, le nombre atteignant 23 000 à la fin de l'année sous le commandement du général William Westmoreland. Des avions de combat supplémentaires ont été déployés, y compris un certain nombre de bombardiers B-57 Canberra à la base aérienne de Ben Hoa. Le 1er novembre, ces bombardiers sont devenus la cible d'une attaque au mortier du Viet Cong, qui en a détruit 5 et endommagé 13 autres, tuant 4 aviateurs. 2 jours plus tard, le 3 novembre, Johnson remporta une victoire écrasante lors de l'élection de 1964, tandis que les sondages montraient que près de la moitié de la population soutenait son action militaire au Vietnam. Alors que le soutien américain pour le Sud s'intensifiait, des plans ont été élaborés pour une campagne aérienne soutenue contre le Nord. La campagne aérienne a été conçue pour démontrer que les États-Unis avaient un contrôle total de l'air et pouvaient attaquer n'importe où à n'importe quel moment. On espérait, en démontrant cela, que le peuple nord-vietnamien perdrait d'abord foi en le gouvernement de Ho Chi Minh et, deuxièmement, perdrait la volonté de continuer la guerre. Elle visait également à améliorer le moral dans le Sud et à décourager le soutien pour le Viet Cong des 2 côtés de la DMZ. Des frappes aériennes ont également été ordonnées contre le train de Ho Chi Minh au Laos et ses points d'arrivée au Sud-Vietnam, mais pas au Cambodge, qui était officiellement neutre. Les dirigeants de l'US Air Force et de la Navy avaient une situation militaire claire, stratégie pour affronter le Nord. Ils ont découvert que la Maison-Blanche prévoyait de les contrôler étroitement. Chaque cible devait être spécifiquement autorisée par la Maison-Blanche avant de pouvoir être attaquée, et les pilotes étaient contraints d'opérer sous des règles d'engagement extrêmement strictes. La Maison-Blanche justifiait ces restrictions par le fait qu'elle était parfaitement consciente de la présence de milliers de conseillers chinois et soviétiques formant les Nord-Vietnamiens à utiliser leur équipement contre les Américains. Cela incluait les chasseurs MiG et les nouveaux systèmes de missiles solaires mortels connus sous le nom de SAM. Johnson et son personnel craignaient que si ces conseillers soviétiques étaient tués par des bombes américaines, cela élargirait la guerre avec une implication soviétique directe et pourrait même conduire à une confrontation mondiale. Cela signifiait que les pilotes américains étaient interdits d'attaquer les bases MiG ou les sites SAM. Quant aux cibles sélectionnées, elles étaient souvent de valeur discutable et des cibles à Hanoï et autour, ainsi que dans la ville portuaire de Haiphong, étaient strictement interdites. Selon l'historien de l'US Air Force, Earl Tilford, je cite, « Le ciblage n'avait que peu de ressemblance avec la réalité en ce que la séquence des attaques était désordonnée et les tactiques étaient approuvées de manière aléatoire, voire illogique. » L'opération Rolling Thunder a été officiellement autorisée le 24 février 1965 avec la première attaque survenant le 2 mars lorsque 5 avions de l'US Air Force et de l'armée de l'air vietnamienne ont attaqué une base de munitions à Son Bang. Avec les bases MiG intactes, l'armée de l'air nord-vietnamienne pouvait attaquer les formations américaines à volonté. L'armée de l'air nord-vietnamienne était principalement équipée de l'archaïque MiG-17 Fresco, construit par les Soviétiques et armé de canons, mais recevait également un nombre croissant de MiG-20 et un fishbed plus avancé, capable de transporter 2 missiles RR à courte portée. En revanche, les États-Unis pouvaient déployer le très avancé F-4 Phantom II, qui a servi à la fois avec, et pouvait transporter 8 missiles RR, dont 4 pouvaient être tirés sur des cibles au-delà de la portée de la vue du pilote, étant guidés par son radar embarqué sophistiqué. Sur le papier, le F-4 aurait dû pouvoir décimer les MiG. Cependant, les règles d'engagement de la Maison-Blanche exigeaient que les pilotes américains identifient visuellement tout avion qu'ils avaient l'intention d'attaquer,
ce qui annulait complètement l'avantage de ces missiles à longue portée, au cas où les avions seraient chinois, soviétiques ou civils. À de telles distances rapprochées, des combats aériens éclataient entre les avions américains et les MiG. Mais le F-4 était à un désavantage significatif, étant plus lourd et moins agile que les MiG plus petits. Encore plus problématique, les pilotes américains avaient peu entraîné les tactiques de combat aérien, se concentrant plutôt sur l'utilisation de leurs missiles. Mais les missiles eux-mêmes n'étaient pas toujours fiables. Les Nord-Vietnamiens avaient souvent recours à leurs armes à feu et infligeaient des pertes aux Américains, qui, sur certaines variantes du Phantom, n'avaient même pas d'armes. Cependant, les Vietnamiens avaient leurs propres problèmes de formation, et c'est qu'ils n'avaient tout simplement pas assez de pilotes qualifiés pour combattre les Américains. Des recherches au XXIe siècle ont découvert que pour augmenter le nombre de pilotes disponibles, certains pilotes nord-coréens se sont portés volontaires pour piloter les MiG. Les MiG n'étaient pas les seuls à avoir la capacité de piloter les MiG. Les Nord-Coréens voulaient que le conflit au Vietnam détourne l'attention des États-Unis de la péninsule coréenne, et donc certains des meilleurs pilotes du pays ont été envoyés. 14 d'entre eux sont maintenant répertoriés comme tués au combat. Mais les MiG n'étaient qu'une partie de la menace pour les pilotes américains. L'arme la plus crainte était les SAM soviétiques, notamment le SA-2 Guideline, doté d'une importante charge militaire, utilisée par l'armée américaine. Les MiG n'étaient pas les seuls engagés militairement, et un SAM détruisant 2 ou 3 avions en formation serrée était courant. La seule défense dans les premiers jours était pour les avions américains de plonger dans le SAM et d'essayer de le déjouer. Cependant, cela perturbait la cohésion de la force d'attaque, et la réduction d'altitude due à la réalisation de la manœuvre les mettait parfois à portée des canons anti-aériens nord-vietnamiens. Plus tard dans la guerre, des avions de brouillage dédiés seraient développés pour perturber les radars guidant les missiles. Les MiG n'étaient pas les seuls destructeurs de MiG. Face aux restrictions, les pilotes américains, déçus de leur mission Rolling Thunder, l'ont rebaptisé Rolling Blunder. Ils comparaient souvent l'opération à mener une guerre avec une main liée derrière le dos. Pour les planificateurs à la Maison-Blanche, leurs projections trop optimistes concernant l'effondrement du gouvernement de Ho Chi Minh ont vite passé, et cela les a amenés à prolonger l'opération au-delà des 8 semaines initialement prévues, et elle serait repoussée encore et encore, passant à des mois et finalement des années. Pour contrer les raids américains, le Viet Cong a commencé une campagne d'attaque contre les bases aériennes au Sud-Vietnam, comme il l'avait fait contre Ben Hoa. Ces attaques ont amené le général Westmoreland à demander des troupes supplémentaires pour les protéger, et le président Johnson a donc autorisé une nouvelle expansion des forces terrestres au Sud-Vietnam. Pendant ce temps, les pilotes américains ont continué leur campagne, menant leurs attaques avec un courage extraordinaire, compte tenu des problèmes de planification. Finalement, 643 000 tonnes de bombes ont été larguées, mais au coût de près de 900 avions américains, un chiffre véritablement stupéfiant. Un pilote notable impliqué dans Rolling Thunder était le futur candidat présidentiel républicain John McCain. Pilotant un A-4 Skyhawk de la marine américaine le 26 octobre 1967, il a été abattu par un SAM et passerait 6 ans en tant que prisonnier de guerre. Au Sud-Vietnam, le général Westmoreland a adopté la tactique générale de submerger le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne, qui descendait maintenant au sud pour rejoindre l'insurrection avec des nombres supérieurs et, surtout, une puissance de feu supérieure. Les Français avaient prouvé l'efficacité de l'artillerie contre eux et la RVN avait connu des succès lors des premières opérations de recherche et de destruction, utilisant des hélicoptères pour encercler les formations ennemies. Westmoreland a vu les deux bénéfices et les limites des opérations héliportées et a rapidement conçu des contre-mesures aux nouvelles tactiques que le Viet Cong utilisait contre les zones d'atterrissage. Comme il n'y avait qu'un nombre limité d'endroits naturels pour atterrir en hélicoptère, il était facile pour le Viet Cong de prévoir où les troupes américaines atterriraient et de mettre en place des embuscades, comme il l'avait fait avec grand effet à Ap Bac. Pour contrer cela, les zones autour des zones d'atterrissage ont été soumises à de puissants tirs d'artillerie et à des frappes aériennes pour retenir le Viet Cong en embuscade. Malgré le risque de contrôle par le Viet Cong, les hélicoptères atterrissaient pour débarquer les troupes. Plus tard, les États-Unis emploieraient des explosifs très puissants comme le BLU-82, surnommé le Daisy Cutter, par les troupes pour détruire de grandes zones de jungle et créer une zone d'atterrissage. Tous les atterrissages devaient être effectués à grande vitesse, les hélicoptères ne touchant le sol que quelques secondes à peine avant de décoller à nouveau. Les troupes américaines étaient formées pour se disperser aussi rapidement que possible une fois au sol
afin que les mortiers ou les tirs de mitrailleuses ne puissent pas tuer de nombreux soldats américains en une seule frappe. Les États-Unis ont lancé d'importantes missions de recherche et destruction, utilisant largement chars, hélicoptères, artillerie et puissances aériennes. Des troupes australiennes, néo-zélandaises et sud-coréennes se sont également jointes aux américaines, mais les espoirs d'un déploiement britannique imminent ont été déçus par Londres. Westmoreland a expliqué à Washington et à ses hommes que l'objectif serait de tuer plus de Viet Cong qu'ils ne pourraient en remplacer, tandis que les frappes aériennes dans le nord amèneraient théoriquement Ho Chi Minh à la table des négociations. Les communistes devraient donc renoncer à leur but de prendre le sud. Cependant, pour détruire un tel nombre d'ennemis, ils devraient les engager dans de grandes batailles rangées où ils pourraient être submergés et détruits. C'est quelque chose que le Viet Cong ne les laisserait pas faire. Le général nord-vietnamien Giap avait conçu 4 points clés pour combattre les Américains et les Sud-Vietnamiens. Si l'ennemi avance, nous reculons. Si l'ennemi bouge, nous reculons et harcelons. S'il esquive, nous attaquons. Si l'ennemi recule, nous attaquons. En suivant ces principes de base, le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne ont toujours réussi à éviter de se laisser entraîner dans le type de bataille que Westmoreland désirait. Au lieu de cela, ils pouvaient toujours dicter quand et où la bataille commencerait et quand elle se terminerait. C'était extrêmement frustrant pour les commandants américains. Les troupes américaines ont rapidement commencé à appeler leur ennemi de guérilla Charlie. Cela vient de l'alphabet phonétique de l'OTAN pour VC, Victor Charlie, avec le Victor finalement abandonné pour des raisons de commodité. Avec les troupes américaines maintenant engagées dans la guerre au sol pour le Sud-Vietnam, la question de la durée du service d'un soldat a été fixée à 12 mois pour l'armée américaine et 6 mois pour les Marines, qui auraient ensuite un répit avant de revenir pour 6 autres mois. Cependant, les deux branches avaient des programmes d'incitation conçus pour encourager les soldats expérimentés à prolonger leur tournée. L'armée américaine avait beaucoup d'expérience. L'armée américaine avait une grande expérience, mais les combats au Vietnam étaient différents des autres conflits auxquels les États-Unis étaient impliqués. Il n'y avait pas vraiment de ligne de front, et par conséquent, pas vraiment de zone sûre derrière les lignes. Au lieu de cela, il y avait ce que les États-Unis appelaient une guerre de zone, ce qui signifie que des sections du pays étaient en contesté, généralement autour de cibles stratégiquement importantes comme Saigon. Dans le sud du pays, le Viet Cong était le plus présent, tandis que dans les hauts plateaux centraux et près de la DMZ, l'armée nord-vietnamienne était de plus en plus active, combattant souvent aux côtés du Viet Cong local, et tous étaient approvisionnés par la piste Ho Chi Minh. En termes de matériel, la guerre au sol au Vietnam était un affrontement de 2 fusils emblématiques. Les Nord-Vietnamiens ont fait un usage intensif du fusil d'assaut AK-47 qui a été conçu en Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale et inspiré par un fusil allemand appelé le STG-44. L'AK-47 est l'une des armes les plus prolifiques et réussies de l'histoire, construite par millions, non seulement en Union soviétique, mais dans de nombreux autres pays, et continue d'être utilisée partout dans le monde. Près de 75 ans plus tard, l'image typique du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne inclut invariablement ses membres portant cette arme reconnaissable. L'AK-47 tirait une cartouche de 7,62 mm jusqu'à une portée approximative de 350 mètres et avait un taux de tir de 600 cartouches par minute. C'était relativement lourd, arme, mais la clé de son succès était sa fiabilité, même dans l'environnement de jungle rude de la campagne vietnamienne, où elle était exposée à la boue et à la pluie de manière régulière. Lorsque les troupes américaines sont arrivées pour la première fois au Vietnam, elles étaient armées du fusil de combat M14, qui a remplacé le fusil M, un garant de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il tirait une cartouche de 7,62 mm plus lourd que l'AK-47, mais plus précis sur de longues distances. Le fusil M, un garant, était utilisé par l'armée américaine. Le 16 était plus léger que le 14 ou l'AK-47, ce qui a amené certains soldats, plus âgés, à le comparer à un fusil à air comprimé, et bien qu'il tirait une cartouche plus petite de 5,56, il avait un taux de tir et une précision plus élevée. Lorsque la production du M14 semblait ne pas pouvoir répondre à la demande des forces américaines, le secrétaire à la défense des États-Unis, Robert McNamara, a ordonné l'arrêt de toute nouvelle commande et s'est concentré sur la production du M16. L'introduction de l'arme au combat au Vietnam n'a pas été un succès retentissant. Contrairement à l'AK-47, le M16 a souffert de problèmes de fiabilité chroniques dans les combats dans la jungle.
Des arrêts se produisaient parfois après seulement 1000 coups tirés amenant certaines unités à abandonner la nouvelle arme et à rouvrir leur stock de Mun-4. Au combat, il n'était pas rare que les troupes américaines ramassent des AK-47 sur les soldats ennemis morts. Un programme d'urgence a été instauré pour résoudre les problèmes de fiabilité, aboutissant au modèle M16A1, et les soldats américains ont finalement eu confiance dans la nouvelle arme. D'ici 1969, le M16A1 avait remplacé le M14 en tant qu'arme standard des forces américaines et vietnamiennes. Au fil des mois, le nombre de troupes américaines a augmenté, atteignant 385 000 à la fin de 1960. Le M16A1 a été utilisé par l'armée américaine en 1966 pour combattre la guerre. L'augmentation du nombre de troupes entraînait également une croissance du nombre de victimes. Rien qu'en 1966, les États-Unis ont subi plus de 6 000 morts, et bien que les estimations placent le nombre de morts du Viet Cong à plus de 61 000, leur nombre total avait en réalité augmenté, et une grande partie de cette vague de volontaires était due en partie aux Américains eux-mêmes et à leur utilisation de l'artillerie et des frappes aériennes à travers le pays. Joseph Galloway, un soldat primé ainsi que sa famille, ont été tués par le M16A1 utilisé par l'armée américaine. Des journalistes de l'UPI pendant le conflit ont expliqué dans un documentaire de 1995, je cite, « Vous avez un agriculteur et il paie des impôts aux deux côtés et il fait de son mieux pour s'en sortir. Et vous arrivez dans votre hélicoptère et mitraillez sa zone et tuez son buffle d'eau? Garçon, ça le rend furieux. Vous venez de nuire à sa source de revenus. Comment va-t-il cultiver sans son tracteur qui est son buffle d'eau? Vous arrivez avec l'armée de l'air et larguez une bombe dans sa cheminée, tuant sa femme et ses enfants. Un agriculteur vous paye des impôts pour faire un Viet Cong. Le général Westmoreland a été contraint d'admettre que son calendrier pour retrouver la victoire avait depuis longtemps glissé parce que les communistes refusaient de le rencontrer en bataille ouverte, comme ils l'avaient espéré. Pire encore, leur utilisation de tunnels complexes, de pièges, de mortiers et de tireurs d'élite faisait payer un lourd tribut aux troupes américaines, dont le moral, en particulier parmi ceux qui avaient été appelés à servir au Vietnam, commençait à baisser. Après avoir expliqué cela lors d'une réunion avec le secrétaire à la Défense Robert McNamara en 1967, McNamara a suggéré à Johnson que, à court terme, encore plus de troupes étaient nécessaires, tandis qu'un plan à long terme devrait être établi pour former les Sud-Vietnamiens à assumer davantage le rôle de combat, permettant ainsi aux États-Unis une sortie éventuelle de la guerre. Johnson a accepté, faisant monter le nombre de troupes américaines à 1 demi-million en 1968. On pourrait penser que les États-Unis ont échoué, mais en fait, ils ont marqué de nombreux points. Plusieurs victoires significatives à travers le Sud-Vietnam contre les communistes. Alors que les communistes continuaient leur politique de refus de se rencontrer en bataille ouverte, préférant un style de guerre d'embuscade rapide, les forces américaines et sud-vietnamiennes ont réussi à détruire ou à capturer d'énormes quantités de fournitures, à perturber la structure de commandement communiste et à détruire des bases d'opération, en particulier dans le soi-disant Triangle de fer près de Saigon. Dans l'opération Junction City, 200 soldats sont morts, seuls les États-Unis ont gagné. Dans une opération surnommée Opération Junction City, 240 hélicoptères, accompagnés de parachutistes et de centaines de véhicules blindés, la plus grande opération aéroportée depuis la Seconde Guerre mondiale, ont tué plus de 2700 Viet Cong pour la perte de 282 Américains. Le problème était, bien sûr, que ces chiffres étaient une goutte d'eau dans l'océan en ce qui concerne la défaite du Viet Cong, dont le nombre total était estimé à plus d'1 quart de million à cette époque. Malgré l'exclusion de l'armée nord-vietnamienne, Johnson, McNamara et Westmoreland étaient confiants de vaincre le Viet Cong en quelques jours, le jeu à long terme. Le peuple américain devenait impatient alors que de plus en plus de leurs fils rentraient chez eux dans des sacs mortuaires. L'Amérique des années 1960 traversait des changements culturels radicaux. L'image guindée et conservatrice des années 1950 cédait rapidement la place au libéralisme et à la réévaluation de ce que signifiait être américain. Les adolescents en particulier profitaient de nouvelles libertés, de nouveaux divertissements et de nouvelles idées, tandis que le mouvement des droits civiques commençait à gagner de plus en plus de terrain. C'est dans ce contexte d'une Amérique en mutation que les gens ont commencé à remettre en question les politiques américaines plus qu'ils ne l'avaient fait auparavant. Quand les USA ont débuté leur campagne de bombardement contre le Nord, nombreux étudiants américains, majoritairement de gauche, ont entamé des manifestations dans les universités.
Ces premières protestations ont été largement ignorées par le grand public, qui en 1965 soutenait toujours le militarisme. Les États-Unis n'ont pas soutenu l'intervention militaire au Vietnam, mais au fil des années, le nombre de voix dissidentes a augmenté et a inclus des personnes de tous les horizons. Cela a été quelque chose de choquant pour le gouvernement de Johnson et le leadership militaire, qui par le passé avaient bénéficié d'un soutien patriotique à grande échelle pour défendre les intérêts de l'Amérique à l'étranger. L'un des plus grands facteurs de ce changement de ton a été la couverture médiatique généralisée du conflit à la télévision. Pour la première fois, les gens terminaient leur journée de travail ou d'études, rentraient chez eux pour dîner et s'asseyaient devant la télévision, regardant les actualités, qui diffusaient des images, des horreurs de ce qui se passait au Vietnam directement dans les salons américains. Il était presque impossible d'échapper aux diffusions. Et par conséquent, il était presque impossible de ne pas se forger une opinion. Les marches de protestation se sont multipliées, jusqu'au 21 octobre 1967, où environ 100 000 manifestants se sont rassemblés au Memorial Lincoln à Washington. De ce groupe, environ 30 000 ont ensuite décidé de marcher sur le Pentagone plus tard dans la nuit, ce qui a entraîné une confrontation brutale avec les soldats et les marshals américains protégeant le bâtiment. Des centaines de manifestants ont été arrêtés et blessés, intensifiant le ressentiment pour la guerre. En même temps, le mouvement anti-guerre a soulevé des questions raciales dans la société américaine, en particulier concernant la conscription des hommes noirs pour servir dans les forces armées. Certains étaient en colère que la société n'offre pas aux communautés noires d'Amérique les mêmes opportunités dont jouissaient les Américains blancs. En conséquence, ils avaient moins de raisons d'éviter la conscription. D'autres, dans le mouvement des droits civiques, ont souligné que le gouvernement américain voulait que les hommes noirs aillent à l'autre bout du monde pour se battre pour les droits des habitants d'un autre pays, alors que leurs propres droits en Amérique étaient encore restreints. Sans aucun doute, le cas le plus célèbre d'opposition sur ces bases était le boxeur Muhammad Ali, qui a perdu sa licence de boxe et a été menacé d'emprisonnement lorsqu'il a refusé le service militaire. Martin Luther King Jr. a été condamné à 3 ans de prison en 1967. King est devenu un allié puissant du mouvement anti-guerre lorsqu'il a ouvertement exprimé son opposition sur des bases morales, condamnant la diversion des fonds fédéraux des programmes domestiques par la guerre, ainsi que le nombre disproportionné de victimes afro-américaines par rapport au nombre total de soldats tués dans la guerre. Néanmoins, en 1968, une forte majorité soutenait toujours la guerre et la confiance en une victoire finale était toujours élevée. Cependant, la résilience américaine à tous les niveaux allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Avec l'échec de Rolling Thunder à atteindre son objectif de forcer les Nord-Vietnamiens à négocier, les combats au Sud-Vietnam se sont transformés en une impasse brutale, composée principalement d'engagements régionaux par le Viet Cong et la NVA utilisant la piste Ho Chi Minh pour contourner les défenses américaines et sud-vietnamiennes près de la DMZ. Les Américains ont pu poursuivre agressivement leur ennemi au Sud-Vietnam, mais ils se sont révélés être un adversaire des plus insaisissables, capable de disparaître efficacement dans la jungle dense. En juillet 1967, les dirigeants nord-vietnamiens pensaient que le moment était venu pour un engagement majeur avec le Sud et leurs alliés américains. Reconnaissant la situation politique turbulente à Saigon, le Sud-Vietnam ayant connu 3 autres changements de leadership en 2 ans et le mécontentement croissant à propos de la guerre aux États-Unis, ils ont supposé que si suffisamment de pression était exercée sur les Américains, ils ne seraient plus en mesure de maintenir l'effort de guerre, du moins à son niveau actuel, sans graves répercussions politiques pour le Parti démocrate du président Johnson. Face à un soutien américain déclinant, les Sud-Vietnamiens ont continué leurs efforts de guerre sans succès, conduisant à l'effondrement du gouvernement à Saigon, l'incapacité du pays à se défendre et sa chute finale. Jusqu'à 85 000 hommes étaient prêts pour l'offensive majeure, pour attirer le Sud dans un faux sentiment de sécurité. En octobre 1967, le Nord a annoncé qu'il observerait une trêve de 7 jours, commençant le 27 janvier 1968 et se terminant le 3 février, afin d'observer le nouvel an vietnamien connu sous le nom de Tet. En réalité, c'est au milieu de ces vacances que les communistes arriveraient. Mais dans les jours précédant le cessez-le-feu, ni les agences de renseignement américaines, ni sud-vietnamiennes n'avaient la moindre idée de ce qui se passait. À cette fin, après l'appel au cessez-le-feu, un grand nombre de forces sud-vietnamiennes ont été autorisées à partir en congé, ce qui signifie qu'elles étaient loin de leurs unités lorsque l'attaque est finalement arrivée. Peu après minuit, le 30 janvier 1968, le quartier général américain à Nha Trang a été touché par des tirs de mortier et de roquettes. 7 autres bases ont été touchées en rapide succession.
Durant ces premières heures, l'ampleur de ce qui se passait était floue pour les Américains. 24 heures plus tard, l'attaque principale a eu lieu et parmi les villes durement touchées se trouvait Saigon elle-même. Les aérodromes sud-vietnamiens ont été particulièrement surveillés en raison de l'efficacité de la puissance aérienne américaine. Dans certains cas, les avions américains décollaient et bombardaient les forces de la NVA et du Viet Cong juste à l'extérieur et même à l'intérieur de leur propre périmètre. À Saigon, le Viet Cong avait 6 avions. 2 des avions étaient qu'ils croyaient être basés au quartier général des forces blindées de l'armée, mais ces chars avaient été déplacés 2 mois plus tôt. À la station de radio nationale, les attaquants ont tenté de diffuser un enregistrement de Ho Chi Minh appelant le peuple de la ville à se soulever en soutien aux communistes. Toutefois, ils sont morts en détruisant le bâtiment autour d'eux, préférant cela à la capture. Une équipe de 19 hommes a tenté de capturer l'ambassade américaine, mais a été maîtrisée. Alors que les défenseurs de la ville commençaient à reprendre le contrôle, le Viet Cong a commencé à se disperser et à attaquer un certain nombre de maisons d'officiels du gouvernement et de militaires qui étaient sur une liste noire. Le matin du 1er février, le chef de la police nationale a exécuté publiquement un officier du VC, capturé en vêtements civils, l'image étant capturée par le photographe Edward T. Adams et un autre caméraman. L'image aurait reçu le prix Pulitzer 1969 pour la photographie d'actualité. Le Viet Cong a aussi commis des atrocités contre le gouvernement américain. Des civils américains ont aussi attaqué leur gouvernement, ne croyant pas en une rééducation communiste ou restant fidèles au gouvernement de Saigon. Cela comprenait le massacre de jusqu'à 6000 civils et soldats sud-vietnamiens pendant la bataille de Hue. Quelques jours avant l'appel à la trêve du Tet, une garnison de Marines américains basée à Khe Sanh, près de la frontière laotienne, a été bombardée par l'artillerie. Ce barrage a marqué l'initiation du siège de Khe Sanh. Une bataille de 77 jours, l'un des affrontements les plus durables et sanglants de l'histoire américaine. Le gouvernement américain a été le premier à entrer en guerre. Pour le NVA et le Viet Cong, le siège a ravivé le souvenir de leur victoire contre les Français, nourrissant l'espoir d'un succès similaire contre les Américains. Contrairement aux Français en 1954, les États-Unis avaient une puissance de feu considérable pour contrer les attaques sur la base, y compris l'emploi de bombardiers B-52 pour détruire de larges zones de jungle et de canonniers volant comme l'AC-47. Au fil du siège, le gouvernement américain a également été le premier à intervenir. Les bombardements intensifs ont transformé certaines parties du paysage environnant en une surface similaire à celle de la Lune, avec une végétation détruite et des cratères partout sur le sol. Un modèle de la base a été construit à Washington pour le briefing du président Johnson sur la situation. En avril, une opération conjointe de l'armée américaine, des Marines et de l'ARVN, baptisée Opération Pegasus, s'est frayé un chemin jusqu'à la garnison, libérant les Marines sur place et mettant fin au siège. Cependant, ce qui aurait dû être une cause de célébration a été accueilli avec des critiques de la part du public américain et de leurs politiciens, qui ont remis en question la sagesse de choisir de défendre la base plutôt que de simplement sortir les Marines du danger. Alors que les combats se prolongeaient à la suite de l'offensive du Tet, une tragédie allait se produire qui causerait des dommages considérables à la prestige des États-Unis et à l'opinion mondiale lorsque les troupes américaines de la 23e division d'infanterie ont perpétré le massacre de civils non armés. Dans le district de Son Ten au sud-Vietnam, le 16 mars 1968, jusqu'à 504 personnes non armées ont été assassinées, y compris des hommes, des femmes, des enfants et dans certains cas même des nourrissons. Tandis que des filles aussi jeunes que 12 ans ont été violées, un groupe avant de très abattus dans et autour du village de My Lai. Tout c'est la part des soldats américains. 26 soldats ont été accusés d'infractions pénales, mais seul le lieutenant William Calley Jr. a été reconnu coupable d'avoir tué 22 villageois. Il a été condamné à la perpétuité, mais a seulement purgé 3 ans et demi. L'armée américaine, en résidence surveillée, n'a pas rendu l'histoire publique avant novembre 1969, ce qui n'a fait qu'alimenter le sentiment anti-guerre aux États-Unis pour l'atrocité que l'armée avait commise. En fin de compte, l'offensive du Tet a été un échec pour les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong. Émergés de leur abri, ils ont été dépassés par la supériorité du feu américain et ils sont donc revenus à leur style de guérilla dans la campagne.
Cependant, dans un retournement ironique, l'offensive du Tet leur fournirait leur plus grande victoire politique. L'augmentation dramatique des pertes américaines pendant l'offensive a finalement commencé à éroder la détermination du peuple américain à poursuivre la guerre. Cela a été démontré lors de la primaire du New Hampshire, lorsque 42% des voix démocrates sont allées à Eugene McCarthy, qui a fait campagne sur une plateforme promettant de retirer les troupes américaines du Vietnam. Johnson l'a seulement battu de justesse, atteignant 49%, mais il était clair que les choses devaient changer. Le gouvernement de Johnson envisageait déjà de rencontrer les Nord-Vietnamiens lors de pourparlers de paix. Et en guise de geste pour encourager cela, il a d'abord ordonné une réduction de l'opération Rolling Thunder, puis a finalement ordonné une suspension, ce qui a mis fin aux frappes aériennes contre le Nord-Vietnam. Le 31 mars 1968, il s'est adressé au public concernant les mesures futures pour limiter l'implication américaine dans la guerre du Vietnam. Au cours du discours, il dirait « Je ne chercherai pas et je n'accepterai pas la nomination de mon parti pour un autre mandat en tant que votre président. » L'opinion publique américaine en faveur de la guerre avait chuté à seulement 26% avec environ 30 000 Américains morts au Vietnam entre 1961 et 1968, et Johnson serait contraint d'assumer la responsabilité alors que les élections de 1968 se profilaient. Ont été vaincus et dans la Maison-Blanche est entré le républicain Richard M. Nixon, laissant Johnson se retirer avec un héritage d'être l'homme qui avait conduit l'Amérique dans sa guerre la plus désastreuse à ce jour, ignorant le fait qu'il avait hérité de la situation au Vietnam de Kennedy, qui était toujours une figure très aimée aux États-Unis. Nixon avait fait campagne sur une promesse de sortir d'une manière ou d'une autre un demi-million de soldats, aviateurs et marins américains du Vietnam. Mais il avait secrètement confié à ses collègues que selon lui, la guerre ne pouvait pas être gagnée, du moins dans un contexte militaire. Il croyait cependant qu'il pourrait convaincre les Nord-Vietnamiens de demander la paix s'il projetait l'image d'un homme qui était volatile et instable, ce qu'il appelait la théorie du fou, et qui était exactement l'opposé de la vision plutôt tiède que le monde avait de Johnson. Peu importe comment le Nord percevait Nixon, il était résolu à diminuer les forces américaines au Vietnam, tout en affirmant fermement son impossibilité à le faire. De le faire d'une manière qui ne donne pas l'impression d'une défaite américaine. Il a continué ses efforts pour négocier avec les Nord-Vietnamiens à Paris, mais a insisté sur le fait qu'il devait inclure le gouvernement sud-vietnamien que Hanoï a initialement refusé de reconnaître. La détermination des Nord-Vietnamiens ne s'est renforcée que le 2 septembre 1969, lorsque leur grand leader, Ho Chi Minh, est décédé après des années de santé défaillante. Ils voulaient maintenant la victoire, afin d'honorer l'homme qu'ils considéraient comme les ayant libérés. Tout en poursuivant les pourparlers de paix, Nixon a également affirmé qu'il ne pourrait pas mener cette tâche de manière qui nuirait au processus. Il a instauré une politique de vietnamisation des combats, prévoyant plus de formation et d'équipement pour l'ARVN pour remplacer les premières unités américaines renvoyées en 1969. À la tête de cette force américaine de plus en plus maigre se trouvait le général Creighton Abrams, qui a remplacé Westmoreland en juin 1968. Westmoreland avait souvent contesté l'administration Johnson, demandant la création d'une nouvelle force militaire américaine. Les États-Unis demandaient également que les opérations terrestres soient étendues au Cambodge et au Laos pour enfin fermer la piste Ho Chi Minh et étouffer les forces communistes dans le sud. Dans l'une des révélations les plus choquantes qui ait été révélée plus tard, on a découvert qu'il avait ordonné que des préparatifs soient faits pour que des armes nucléaires soient prêtes en tant que plan de contingence dans le cadre de l'opération Fractured Jaw, une chose que la Maison-Blanche a immédiatement arrêtée dès qu'elle en a eu connaissance. Johnson n'a pas voulu étendre la guerre, mais Nixon était plus que disposé à le faire. Johnson ne voulait pas étendre la guerre, mais Nixon était prêt à le faire. En 1969, après une offensive communiste, Nixon a controversé en ordonnant aux AFB 52 américains de bombarder la piste Ho Chi Minh au Cambodge sans autorisation du Congrès ou du Cambodge. Les journaux de bord ont été modifiés pour cacher les missions de l'équipage du bombardier. Un an plus tard, les troupes américaines et sud-vietnamiennes sont finalement passées à l'offensive contre les positions de l'armée Viet Cong et nord-vietnamienne au Cambodge. Un coup d'État parrainé par la CIA au Cambodge a vu les troupes cambodgiennes s'engager enfin contre les troupes communistes dans leur pays après des années de fermeture des yeux. Tout cela a élargi l'ampleur de la guerre, mais, ce faisant, a encore plus irrité le mouvement anti-guerre à la maison, conduisant à des violences lors des manifestations sur les campus universitaires américains en particulier. Lors d'une manifestation à l'université Kent State dans l'Ohio, le 4 mai 1970, des violences ont éclaté entre les manifestants et les gardes nationaux,
entraînant la mort de 4 manifestants par balle. Pour beaucoup de ceux qui ont terminé leur première tournée de service, le rêve de rentrer à la maison s'est souvent gâté lorsqu'ils ont vu l'accueil hostile qui les attendait, comme être crachés à l'aéroport par des manifestants. Cela a souvent incité ces hommes à se porter volontaires pour une deuxième tournée. En 2020, Clyde Moore, un homme du Mississippi qui a effectué 3 tournées au Vietnam avec l'armée de l'air, a expliqué ce sentiment dans une interview disant « Vous allez penser que je suis fou quand je vais vous dire ça. Je me sentais plus à l'aise là-bas. Parce que vous saviez ce qui se passait et nous étions vraiment soudés là-bas. C'était un monde différent. L'agitation domestique a touché les forces américaines, non incluses dans le retrait initial. Les divisions raciales, de classe et religieuses profondément enracinées ont ressurgi, entraînant un manque de cohésion et de discipline militaire de base dans de nombreuses unités américaines. Dans la période entre 1969 et 1971, il y a eu un stupéfiant 700 agressions enregistrées sur les officiers par les soldats et au moins 83 ont abouti à la mort de l'officier. La situation a été exacerbée par l'abus de drogue répandu parmi les rangs et avec les opérations de combat américaines devenant plus défensives en nature à travers 1970 et 1971, 4 fois plus de soldats ont été traités pour les effets de l'abus de drogue que du combat avec l'ennemi. Avec de plus en plus de troupes américaines retirées, l'humeur générale était que personne ne voulait être rappelé comme le dernier homme à mourir au Vietnam. Pour les forces armées sud-vietnamiennes, la vietnamisation des combats a vu leur nombre gonfler de manière spectaculaire, grâce à un plus grand investissement dans les armes et la formation par les Américains, et à une conscription généralisée des hommes pour remplir leurs rangs. À un moment donné, l'armée de l'air sud-vietnamienne avait un inventaire d'avions qui en ferait la 4e plus grande au monde, bien que ceux-ci étaient principalement des types d'attaque au sol léger, et une poignée de jets supersoniques, comme le Northrop F-5 Freedom Fighter. Il était temps que l'artificial intelligence revigorée et la politique de vietnamisation elle-même soient testées. Le 8 février 1971, ils ont entrepris l'opération Lam Son 719, qui a vu 20 000 troupes soutenues par des chars et des hélicoptères se lancer au Laos pour attaquer la piste Ho Chi Minh et détruire les postes de commandement régionaux du NVA. Les forces américaines seraient limitées à fournir uniquement un soutien aérien, puisque le Congrès avait maintenant interdit l'utilisation des forces terrestres américaines en dehors du Sud-Vietnam. L'opération a été un désastre. Le nombre de victimes varie selon les sources, mais certaines affirment que jusqu'à 8 000 Sud-Vietnamiens ont été tués, tandis que des chars et des hélicoptères ont été abandonnés sur le terrain. Le désastre de Lam Son 719 n'a pas inspiré confiance quant à la capacité des Sud-Vietnamiens à se défendre lorsque les États-Unis se retireraient finalement, ce qui rendait particulièrement important la conclusion d'un accord de paix. Alors que les négociations à Paris et certaines discussions en coulisses étaient au point mort, Nixon a plutôt décidé de se tourner vers l'Union soviétique et la Chine pour les aider à encourager les Nord-Vietnamiens à accepter un règlement pacifique. Nixon a sollicité l'aide de l'Union soviétique et de la Chine pour inciter les Nord-Vietnamiens à accepter une résolution pacifique. Ni Pékin ni Moscou ne souhaitaient pas prolonger la guerre, mais n'étaient donc pas prêts à arrêter les livraisons d'armes au Nord-Vietnam. Cela conduirait finalement le président Nixon à effectuer une visite historique en Chine en 1972, le premier président américain en exercice à le faire, où, entre autres choses, ils ont discuté de la mise sous pression de Hanoï pour mettre fin à la guerre. Les Nord-Vietnamiens ont refusé d'écouter. En janvier 1972, sur le demi-million de troupes américaines au Vietnam lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Nixon avait maintenant réduit ce nombre à environ 130 000 et la plupart des combats contre les communistes étaient menés par l'ARVN. Les États-Unis maintenaient toujours de puissantes forces aériennes, navales et d'artillerie au Sud-Vietnam pour servir le Nord. Les États-Unis conservaient d'importantes forces au Sud-Vietnam pour aider le Nord. Stimulée par la mauvaise performance de l'ARVN au Laos, l'armée populaire vietnamienne du Nord a décidé en 1972 d'une nouvelle offensive audacieuse qui n'avait jamais été tentée auparavant. Comme à tête, ils sortiraient une fois de plus de leur couverture et engageraient l'ARVN et toutes les unités américaines qu'ils rencontreraient dans une bataille acharnée. La différence cette fois cependant était qu'au lieu d'une force d'inventaire prédominante, les Nord-Vietnamiens utiliseraient un grand nombre de chars, leur donnant leur propre puissance de feu lourde à abattre sur l'ennemi.
La grande majorité des chars à leur disposition étaient des T-54 et des PT-76 amphibies fournis par les Soviétiques, qui se révéleraient inestimables pour traverser les rivières. Mais leur nombre comprenait également quelques T-34-85 de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. L'offensive a commencé le 30 mars 1972 avec 30 000 hommes qui ont traversé la DMZ et le Laos. Le 5 avril, 20 000 autres troupes communistes avaient attaqué depuis le Cambodge, moment auquel Nixon avait sanctionné une réponse sous la forme de la reprise des bombardements du Nord-Vietnam par des avions américains visant à perturber les lignes d'approvisionnement des forces communistes dans le sud. Contrairement à la précédente campagne Rolling Thunder, la nouvelle campagne n'interdirait pas les attaques sur la ville portuaire où une grande partie de l'équipement soviétique était livré. Les avions américains largueraient 11 000 mines à l'entrée de Haiphong et d'autres ports, perturbant environ 85% de l'impulsion militaire du Nord-Vietnam. Les prochaines cibles étaient les dépôts de trains et les ponts ferroviaires menant à la Chine, et cela a vu la première utilisation de bombes guidées par laser en guerre, lorsqu'elles ont été larguées par des F-4 Phantom le 27 avril. Nixon a ensuite autorisé une campagne plus complète, visant à isoler la Corée du Nord et à détruire sa capacité à stocker et à transporter des fournitures vers les lignes de front dans le sud. 414 missions ont été effectuées le premier jour de l'opération Linebacker seulement, et une fois de plus, l'armée de l'air nord-vietnamienne s'est levée pour affronter les attaquants américains. Maintenant, cependant, la situation était beaucoup moins en leur faveur, les pilotes de la marine américaine ayant été entièrement reformés, non seulement pour le combat aérien, mais spécifiquement pour combattre les MiG, déployés par la NVAF. Les forces américaines abattront 11 MiG le premier jour dans le combat aérien le plus intense de la guerre, mais en aucun cas la menace MiG n'a été écartée, avec la NVAF abattant 5 F-4 le 10 mai. L'impact de Linebacker s'est presque immédiatement fait sentir dans le sud, les forces communistes étant à court de munitions, de carburant et de fournitures. Jusqu'à 70% des fournitures destinées à l'offensive ont été soit détruites, soit empêchées d'atteindre les lignes de front. Les Nord-Vietnamiens sont une fois de plus revenus aux pourparlers de paix, et Nixon a ordonné que les frappes aériennes soient désormais limitées au sud du 20e parallèle. Au cours des mois suivants, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le docteur Henry Kissinger, et le membre du Politburo nord-vietnamien Lee Duc-Tho se rencontreraient à Paris pour discuter des conditions de paix. Les conditions discutées comprenaient une promesse du Nord d'arrêter d'envoyer ses forces au sud et de libérer des prisonniers de guerre américains. Les États-Unis ont accepté de retirer toutes leurs forces et de mettre en place un accord de partage du pouvoir dans le sud, entre le Viet Cong et le gouvernement de Saigon. Il semblait que la paix était à portée de main, sauf qu'à Saigon, le président sud-vietnamien Nguyen Van Thieu a refusé de les accepter. Le principal problème était qu'après avoir mené une guerre pour l'indépendance du Sud-Vietnam, les États-Unis remettaient maintenant le pouvoir au Viet Cong. Kissinger a essayé de négocier avec les deux côtés de la division politique, mais cela n'a servi à rien. Le 16 décembre 1972, les Nord-Vietnamiens se sont retirés des pourparlers de paix. Nixon était furieux. Afin de forcer le Nord à revenir à la table des négociations, Nixon a ordonné l'opération Linebacker 2, le bombardement sans restriction du Nord-Vietnam. Le 18 décembre 1972, 129 bombardiers B-52 soutenus par l'armée américaine, par de nombreux tankers et chasseurs, ont lancé une campagne de bombardement massive contre Hanoï et 3 aérodromes de la NVAF. 3 de ces bombardiers seraient abattus par des missiles solaires SA-2. La nuit suivante, une autre force de bombardiers a attaqué des dépôts de trains et une centrale électrique, et 7 autres B-52 seraient abattus par des SAM. Les bombardements se poursuivraient jusqu'au 24 décembre, date à laquelle un arrêt de Noël de 36 heures a été ordonné, pendant lequel les dirigeants de l'United States Air Force ont été soumis à un examen minutieux en raison des pertes subies par les Boeing B-52 Stratofortress. Les opérations ont repris le 26 décembre avec un bombardement aérien massif à travers le nord du Vietnam, y compris à Hanoï et à Haiphong. Un soutien accru a été apporté aux B-52, y compris des avions brouilleurs tels que l'UA-6A de la marine, le précurseur du célèbre UA-6B Prowler, et des avions spécialement conçus pour rechercher et détruire les radars guidant les SAM, connus sous le nom de belettes sauvages. Les pertes de B-52 ont diminué, mais la force était encore loin de sortir indemne.
Le bombardement se poursuivrait jusqu'au 29 décembre et infligerait d'énormes dégâts à l'infrastructure nord-vietnamienne. Il y a eu une condamnation généralisée du bombardement, en particulier lorsque Hanoï a montré des images d'un hôpital qui a été pris dans la dévastation et a affirmé que 1624 civils avaient péri dans la campagne. Cependant, les Nord-Vietnamiens ont accepté de retourner au Vietnam, bien qu'ils aient voulu préciser que c'était dans l'intérêt de la paix et non à cause du bombardement. Les Nord-Vietnamiens ont refusé de modifier les conditions auxquelles ils avaient accepté dans l'accord précédent, et cela a vu les mêmes refus du président Thieu. Nixon est intervenu et a menacé de destituer Thieu, et donc, avec peu de choix dans la question, il a accepté. Le 27 janvier 1973, les États-Unis ont signé l'accord sous le nom d'Accord de paix de Paris, et le lendemain, un cessez-le-feu formel a été déclaré. Nixon avait ce qu'il croyait être sa paix avec honneur. Les États-Unis n'ont pas perdu de temps pour retirer leurs dernières forces de combat, et le Nord-Vietnam a commencé à libérer les prisonniers de guerre américains, y compris John McCain. Beaucoup d'entre eux étaient dans un état extrêmement précaire, ayant subi des années de maltraitance physique, et McCain lui-même a eu du mal à lever les bras au-dessus de son épaule pour le reste de sa vie. Le 29 mars 1973, la dernière unité militaire américaine a quitté le Vietnam. Et le 19 juin, le Congrès a adopté une loi interdisant toute future implication américaine dans des opérations militaires au Vietnam, au Cambodge et au Laos, tandis que la marine américaine a commencé à déminer les mines qu'elle avait posées au large du Nord-Vietnam. Des demi-millions d'hommes en 1968, le 30 et 1 décembre 1973, il ne restait que 50 militaires américains au Vietnam. Alors que Nixon avait tenu sa promesse de retirer les troupes, les combats ont continué, avec des batailles sporadiques entre les forces du Viet Cong et de la RVN. Les troupes américaines se retrouvaient encore prises dans ces affrontements, et 168 Américains sont morts au Vietnam en 1973, malgré les accords de paix de Paris. Aucun côté ne faisait confiance à l'autre, s'accusant souvent mutuellement de violer les accords de paix. De plus, les combats ne montraient aucun signe de fin, alors que 1974 commençait et la situation s'est aggravée pour le président Thieu lorsque les États-Unis ont commencé à retirer une partie de leur soutien financier, essayant de se distancer autant que possible du Vietnam. Après de longues délibérations, le Parti communiste à Hanoï a voté pour attaquer de nouveau le Sud-Vietnam dans une série de nouvelles offensives, décrites comme des saisies de territoire par les Sud-Vietnamiens. Le président Thieu comptait sur la reprise des frappes aériennes par les États-Unis pour défendre son pays, mais le Congrès avait lié les mains de Nixon et le Sud-Vietnam était maintenant seul. Poussés par cette situation, les Nord-Vietnamiens ont lancé une nouvelle offensive en mars 1974 et ont commencé à mettre en déroute la RVN. La RVN a bien lancé une contre-attaque réussie contre les positions ennemies au Cambodge, mais le coût était si élevé qu'il y avait peu de choses à célébrer. En même temps, la RVN était saignée à blanc avec des désertions massives, tandis que le transport des fournitures était perturbé par un flot de réfugiés sur les routes fuyant les combats. En décembre 1974, les communistes ont vaincu l'ARVN à seulement 75 miles au nord-est de Saigon, ayant attaqué à partir de bases au Cambodge. Les Nord-Vietnamiens attendaient une intervention américaine qui, encore une fois, n'a pas eu lieu. À ce moment-là, Nixon avait été évincé de la présidence suite au scandale du Watergate, et malgré son désir d'aider les Sud-Vietnamiens, le nouveau président Gerald Ford s'est vu interdire de le faire par le Congrès. Croyant qu'il ne restait plus rien pour les arrêter, l'armée nord-vietnamienne se préparait à une autre offensive en mars 1975. Il prévoyait que la campagne pour capturer Saigon et sécuriser le Sud-Vietnam durerait environ 2 ans. L'offensive a commencé le 10 mars 1975, mais en moins d'1 mois, l'ARVN a commencé à s'effondrer complètement, avec 100 000 d'entre eux pris en otage. Le 4 avril 1975, les États-Unis ont commencé à évacuer les enfants du Sud-Vietnam pour échapper au combat. Surnommé Opération Baby Lift, le premier avion impliqué, un énorme C-5 Galaxy, s'est écrasé au décollage, tuant 138 personnes dont 78 enfants. L'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong ont continué à avancer vers Saigon, et le 21 avril 1975, le président Thieu a prononcé un discours dans lequel il a accusé les États-Unis de la chute du Sud-Vietnam avant de démissionner et de s'échapper à Taïwan. Son successeur, Tran Van Hoang, restera en fonction 1 semaine avant de démissionner et de remettre le gouvernement au général Man Vinh.
le même homme qui avait renversé le président Diem en 1963. Avec Saïgon encerclé, Vinh s'est rendu 2 jours plus tard, le 30 avril. Un effort urgent a été déployé à l'ambassade des États-Unis pour évacuer le personnel et les civils vers les navires de guerre américains en attente. Des milliers de résidents de Saïgon ont encerclé l'ambassade, espérant monter à bord de l'un des hélicoptères d'évacuation, mais peu y sont parvenus. RVN, l'armée du Sud du Vietnam, mettait souvent leurs familles à bord de leurs avions militaires et volait jusqu'aux navires américains, les écrasant parfois en mer pour forcer les marins américains à les secourir. Les Nord-Vietnamiens consolideraient leur emprise sur le Sud avant d'unifier officiellement le pays en tant que République socialiste du Vietnam. Pour honorer sa mémoire, Saigon a été rebaptisé Ho Chi Minh-ville. La guerre pour l'unification vietnamienne, après la première guerre d'Indochine, a duré 19 ans, 5 mois, 4 semaines et 1 jour. Elle coûterait la vie à près de 4 millions de Vietnamiens. Pour les États-Unis, le Vietnam est une blessure qui ne guérira probablement pas pendant plusieurs générations. 53 318 membres du personnel de service américain perdraient leur vie dans la guerre, et cela aurait un impact profond sur la psyché américaine, affectant la politique étrangère et même intérieure pour les années à venir. Les questions sur la sagesse de la guerre, la conduite des troupes américaines et les tactiques et technologies impliquées seront débattues parmi les historiens pour les années à venir. À Washington, un mémorial a été érigé en 1982 commémorant tous les membres du personnel américain qui sont morts dans le conflit et énumérant chacun de leurs noms. Comme pour la plupart des conflits dans les décennies qui ont suivi, de plus en plus d'éléments de l'histoire de l'implication des États-Unis dans la guerre ont été mis en lumière dans des livres et des revues afin que l'histoire personnelle des soldats, leurs histoires personnelles, souvent négligées dans les livres d'histoire, ne soit pas oubliée. En 2015, Gregory Hamilton a publié le livre « La folie de McNamara », l'utilisation de soldats à faible QI dans la guerre du Vietnam. Cela raconte l'histoire tragique de la conscription de souvent des hommes mentalement handicapés pour servir dans l'armée, une chose à laquelle ils étaient totalement inadaptés. En 2020, Larry Sanders a publié son livre relatant ce que c'était d'être un soldat gay secret pendant la guerre et les risques de découverte posés pendant la guerre. Ces dernières années, les relations entre les États-Unis et le Vietnam se sont nettement améliorées, avec des vacanciers américains visitant le pays pour visiter les champs de bataille où leur grand-père ou père auraient combattu dans les années 60 et 70. Encore plus significativement, en 2018, le porte-avions américain USS Carl Vinson a effectué une visite diplomatique au port de Da Nang, la première fois qu'un porte-avions américain visitait le pays depuis la guerre, qui a été suivie d'une visite de l'USS Theodore Roosevelt en mars 2020 Diao. Espérons que cette amélioration des relations aidera à apaiser les fantômes de cette guerre brutale et sanglante qui a eu un impact si profond sur le monde, bien au-delà des champs de bataille sur lesquels elle a été menée.